on voulait faire avec Evelyne, c'était vous présenter bah, une réponse à une question que tout le monde se pose, en fait, c'est comment rebondir après une mauvaise nouvelle. Voilà, donc Evelyne, elle, ce qu'elle est, c'est coach en transition professionnelle. Donc, elle est, on va dire, un step avant moi dans le coaching. En fait, elle est dans, bah, quand tu te poses des questions sur savoir quel est ton avenir, ce que tu veux faire vraiment, ce qui t'inspire vraiment, etc. Elle aide vraiment les gens à travailler là-dessus. Et puis ensuite, ben, certaines personnes veulent aller vers le salariat, d'autres vers l'entrepreneuriat. Et donc, elle aide aussi les gens à aller vers leur voie qui leur conviennent. Voilà. Donc, c'était intéressant d'avoir la vision d'Evelyne parce qu'elle est complémentaire à moi. Et puis, en plus, elle sait faire des choses que moi, je ne sais pas faire. Donc, voilà. Donc, c'est cool d'avoir sa vision à elle. Donc, Très complémentaire, oui, effectivement. On est sur des sujets qui traitent finalement du même sujet, mais avec des approches différentes. exactement. Donc, ben, pourquoi ce sujet? Ben, en fait, je pense qu'on sent tous qu'on vit dans des moments un peu d'incertitude là, entre le Covid, l'écologie, l'économie, etc. Enfin bon, je vous passe toutes les incertitudes du moment qu'on peut voir et qu'on peut vivre. En fait, ça c'est au niveau macro. Et au niveau micro, en fait, au niveau perso, en fait, on a des fois des mauvaises nouvelles. Donc, par exemple, un licenciement, une rupture de contrat, un chômage partiel, chômage technique, des pertes de sens des fois ou des fois la compétition accrue aussi. Voilà, donc tout ça, c'est au niveau personnel. Voilà, donc l'un plus l'autre, ça fait quand même beaucoup des fois ben, à encaisser. Voilà. Et c'est pas toujours évident. Donc ben, l'idée aujourd'hui, c'est de voir un peu comment on va faire au mieux. Voilà, ce qu'il vaut mieux faire en fait. Voilà. Et donc c'est pour ça que Evelyne est là parce qu'elle va nous en parler. Ouais. Donc comme je répète, elle est coach en transition professionnelle et moi je suis coach emploi, comme vous savez. Donc voilà, donc je laisse Evelyne parler du sujet. Voilà, l'idée c'est quoi? C'est maximum un quart d'heure, 20 minutes. Et puis après, on répond aux questions. Voilà. Tu Tout feras le simplement. timekeeper hein, si je dépasse. Ouais, t'inquiète pas, t'inquiète pas. C'est comme ça, un sujet qui me passionne un peu, ça risque, je pourrais éventuellement peut-être déborder, mais tu m'arrêtes. C'est un sujet, alors je ne sais pas trop où est-ce que chacun vous en êtes, vous, mais si vous êtes dans la communauté d'Olivier, je pense que vous êtes intéressé notamment par les changements effectivement de vie professionnelle, passer du salarié à retrouver éventuellement un emploi. Ce qu'on a constaté avec Olivier, c'est que je ne sais pas comment vous le vivez, si vous êtes dans ce genre de configuration, mais il y a effectivement des plans sociaux qui commencent à tomber, des plans de départ volontaires qui commencent à tomber. Moi, j'ai pareil dans mes coachés quelques personnes dont le poste est supprimé. Donc, on sent bien qu'effectivement, la situation là, commence à se corser avec ce qui se passe actuellement. Et c'est pour ça que ça nous a semblé être un sujet important que vous pouviez aborder, vous, de votre côté dans la communauté d'Olivier, mais également moi, effectivement, sur la communauté que je peux avoir aussi sur Link. Au travers des coachings que je mène. Alors, je pense que, en fait, on entend beaucoup de choses par rapport à cette question-là. Comment rebondir après une mauvaise nouvelle? Il y a toujours ces personnes qui vont vous dire, bon ben voilà, il faut penser les choses positivement. Alors, ok, il faut penser positif. Puis on a tendance du coup, à se dire, ok, mais c'est pas simple vu les circonstances qu'on connaît entre la crise, ce qu'on peut avoir reçu comme mauvaise nouvelle, effectivement un licenciement, une rupture, un PSE qui s'annonce, qui tout tombe sur le coin du nez. Penser positif, c'est bien gentil, mais c'est quand même loin d'être évident. Il y a aussi toutes ces personnes qui vont vous dire, bon, bah, pour retrouver un emploi, comme la concurrence est rude, il faut absolument que tu montres que tu as une grande confiance en toi. Parce qu'en ayant confiance en toi, bah, comme ça, tu vas faire passer des messages plus facilement, les gens vont avoir eux-mêmes confiance. Et du coup, c'est gage de réussite, en fait, quand on est en train de chercher un emploi, d'avoir confiance en soi. Mais effectivement, on se rend bien compte aussi que ce n'est pas aussi simple que ça. J'ai tendance à prendre assez souvent des images. Et sur un point de ce type-là, j'ai tendance à dire, OK, alors pour avoir confiance en moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On va vous dire, il faut faire des actions, il faut aller se présenter, faire des choses que vous n'avez pas l'habitude. Mais en même temps, essayer de marcher sur un fil de funambule quand vous ne savez pas marcher sur un fil, concrètement, c'est loin d'être simple. On va vous dire, pour avoir confiance en vous, il faut savoir gérer vos émotions. Mais en même temps, pareil, si on prend des exemples pour mieux comprendre et mieux cerner la difficulté, eh ben, je prends assez souvent cette image de l'enfant qui a faim.
Quand un enfant a faim, on a beau lui dire tais-toi, patiente, calme un petit peu tes émotions, ça va aller mieux dans une heure. Non, il a faim et il hurle et il exprime ce qu'il ressent à l'intérieur et il n'y a rien qui peut l'en empêcher. Donc, en tant qu'adulte, on a assez souvent aussi la même tendance à réagir qu'un simple enfant, même si on ne veut pas toujours se l'avouer. Quand on nous dit simplement gère tes émotions et apprends un peu à te calmer, ça ne suffit pas à y arriver. On va vous dire aussi, pour avoir confiance en vous, il faut arrêter de vous comparer, il faut arrêter de se critiquer, il faut arrêter de se juger. Mais là, encore une fois, on se rend bien compte que quand on est dans un processus de recrutement, c'est par excellence le côté, justement, je me positionne par rapport à d'autres et donc potentiellement, je me juge parce que c'est aussi le moyen effectivement de me classer par rapport au jugement qu'on va faire de moi et du coup de me positionner correctement. Donc pareil, c'est le genre d'injonction qu'il est difficile de suivre. On va vous dire aussi, dans une période comme celle-là, bon, ok, pour réussir finalement à trouver un emploi et à voilà, revenir dans une vie actuelle, dans une activité professionnelle et dans la course, mais il faut se bouger, il faut faire des actions en masse. Sauf que, selon ce que vous vivez, si vous êtes en fait dans un cas de burn-out, dans un cadre de rupture, c'est quand même assez compliqué de se dire, OK, allez, on va se lancer, on va faire plein de choses en masse, on va envoyer des CV, on va se présenter à des entretiens, quand soi-même, en fait, on est dans une perte d'énergie, quand on ne sait pas par quel bout le prendre, quand on a des avis divergents à droite, à gauche, des gens qui vont vous dire oui, ton CV il est bien, et puis vous allez vous adresser à d'autres, d'autres vont vous dire non, en fait, ça ne va pas du tout, tu n'es plus du tout à la page. C'est très difficile au final de conjuguer tous ces éléments-là et de réussir à se faire une idée claire finalement de ce qu'il y a lieu de faire pour réellement être dans une bonne posture par rapport à cette situation que l'on vit qui est OK. Je n'ai plus d'emploi, je dois en retrouver un et il faut que je réussisse finalement à encaisser éventuellement la nouvelle et à me repositionner correctement dans tout ça. On se rend bien compte en fait que dans ces moments-là, on a beaucoup d'injonctions extérieures qui sont là, qui sont censées pour nous aider, qui sont censées nous aider. Et pour autant, assez souvent, ça reste des il faut, tu dois, et on ne sait pas trop bien comment réussir finalement à les incorporer dans notre propre processus. Et c'est ce que je voulais vous partager. Alors, loin de moi l'idée de dire que toutes ces injonctions sont complètement fausses. Oui, il y en a un certain nombre qui sont quand même très justes, notamment celles, effectivement, plus on montre qu'on est en confiance, plus on va se positionner correctement, plus on va réussir effectivement à gérer ses émotions, mieux ce sera. Mais si on en reste qu'à ce niveau d'information-là, si on ne reste finalement qu'à ce « il faut, tu dois », voilà, et sans savoir finalement comment mettre en œuvre ça, finalement vous vous retrouvez un peu démunis, dans le brouillard, sans savoir réellement comment mettre en œuvre toutes ces choses-là. Et je voulais vous partager en fait 3 clés que j'utilise et que je transmets à mes coachés, qui sont assez souvent dans des périodes de rupture et de difficultés professionnelles et qui doivent suivre ce même cheminement-là. 3 clés qui me semblent vraiment super importantes, là pour le coup, à utiliser pour réaliser une bonne performance en termes de recherche d'emploi et en termes de reclassement professionnel. Déjà, est-ce que c'est clair jusque-là? Peut-être que, Olivier, par rapport à ce que tu connais, est-ce qu'il y a des choses qui te semblent là? C'est parfaitement clair, là. C'est nickel. Vous avez peut-être des remarques ou des... Et peut-être qu'il y a des questions que moi, je n'imagine pas, là. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. C'est Carole. Enchantée. Oui, non, pour l'instant, j'arrive très bien à suivre, hein. Je pense du moins de mon côté. Après, pour ce qui est des autres, il n'y a pas de souci. D'accord. Et voilà, pour mon but, ça va. Voilà, c'était pour vous partager déjà un petit état des lieux de ce que vous pouvez effectivement peut-être vivre déjà. Juste voilà, pour partir de sur un, on va dire, un modèle un peu commun. Les 3 clés, en fait, alors, la première, c'est ce que je vais appeler un ancrage solide. En fait, quand je parle d'ancrage,
Merci Vincent, je vois votre message. Quand je parle d'ancrage, la première des choses, ça va peut-être vous sembler abstrait comme ça, mais c'est vraiment une clé essentielle, c'est d'arriver à se recentrer sur soi, à faire comme une barrière par rapport à tout ce que vous pourriez entendre à l'extérieur, tout ce que vous pourriez voir à l'extérieur, qui sont autant de choses qui vont justement agiter vos émotions et vous mettre dans un brouhaha mental dont il faut se défaire. En fait, la première des choses, quand je parle de recentrage, c'est d'être en mesure de pouvoir vous recentrer sur vous dans une forme de calme intérieur qui vous met à l'abri de tout ce parasitage extérieur. Quand je prends des métaphores, par exemple, dans ce genre de situation-là, comme je dis, quand il y a une tempête à l'extérieur, la première des choses que l'on fait assez naturellement, sans même se poser la question, c'est qu'on va chercher un abri. On va essayer de se mettre à l'abri de la tempête. Ça peut hurler dans tous les sens. La première des choses que l'on fait pour justement être bien et se mettre dans la meilleure des postures, c'est trouver cet abri physique, corporel, à un moment donné, pour justement se recentrer et revenir à soi. Là, en fait, on va chercher exactement la même chose, le même processus. Et quand je dis revenir à soi, se recentrer, eh bien, vous en avez tous certainement entendu parler. Il y a beaucoup de techniques en fait qui aident à faire ce genre de choses. Ça va être d'utiliser de la méditation, ça va être d'utiliser de l'auto-hypnose, tout ce qui est de la cohérence cardiaque. Vous allez pouvoir vous adresser, si vous avez du mal à le faire vous-même, à des praticiens qui vont vous aider, donc des hypnothérapeutes, des sophrologues, toutes ces personnes en fait qui vont avoir une action, ou toutes ces techniques qui vont avoir une action, c'est vous permettre de faire une forme de vide intérieur, de vous éloigner d'un mental qui cogite dans tous les sens, parce que ce mental, tant qu'il cogite, en fait, il vous empêche de réellement en fait, accéder à ce qui va vous aider dans une situation de ce type-là, qui vont être de l'ordre de trouver les meilleures solutions, de prendre la meilleure posture dans le calme intérieur, en fait, vous positionner du mieux possible vers l'extérieur parce que vous allez être beaucoup plus apaisé, beaucoup plus tranquille. C'est vraiment une étape qui peut paraître comme ça superflue quand on n'a pas l'habitude, mais qui est essentielle en fait, d'une façon générale, même quand vous êtes confronté à des difficultés dans votre vie, elle est extrêmement efficace. Revenir à soi, se recentrer, faire le calme intérieur, et se détacher de tout ce mental, toute cette agitation, toutes ces injonctions qui peuvent venir de l'extérieur, c'est une étape primordiale en fait. Ça va vous permettre d'accueillir de façon beaucoup plus claire les émotions que vous avez en vous et vous n'allez pas plus chercher à les gérer, mais en les accueillant, en les observant, vous allez réussir à les apaiser d'elles-mêmes. Encore une fois, c'est un peu l'image finalement de cet enfant. S'il est en train d'hurler pour une raison X ou Y, la première des choses que vous allez pouvoir faire pour l'aider, c'est l'écouter, c'est l'apaiser et non pas lui dire « tais-toi, va dans ton coin, je ne veux pas t'entendre » et tout ça. On sait que ça ne fonctionne pas avec un enfant qui a un besoin. C'est la même chose pour nous. Donc, cet ancrage solide qu'on peut faire avec ces techniques ou avec des praticiens extérieurs, c'est une étape vraiment super importante qui va vous permettre finalement d'aller au cœur de vous-même et d'accéder à de bien meilleures solutions. Vous allez pouvoir vous reconnecter à votre intuition, vous allez pouvoir mieux percevoir finalement votre situation et du coup en tirer un meilleur profit. Ça, c'est la première des clés. La deuxième, une fois que vous réussissez à être dans ce calme intérieur, dans cet apaisement, déconnecté du coup de toute source parasitaire extérieure, la deuxième chose que vous pouvez faire et qu'il est intéressant de faire, c'est du coup de vous reposer des questions sur « Ok, qui je suis réellement ? Qu'est-ce que je veux réellement pour ma vie ? Qui je veux réellement incarner demain ? Quels sont les postes du coup qui peuvent me convenir ? Qu'est-ce qui me fait envie dans la vie ? Et non plus du coup à travers le mental, qui avait tendance à un peu trop parler et à ramener des injonctions de type il faut telle chose parce que tu comprends, c'est plus sécurisé, c'est plus confortable, ça correspond à ce que tu sais faire, etc., etc. Mais là, revenir à vraiment quelque chose qui est beaucoup plus profond, qui est de l'ordre des envies, qui est de l'ordre de ce qui est réellement bon pour nous
et qui va venir parce que justement on aura fait taire toutes ces injonctions extérieures. C'est vraiment d'aller savoir au fond de soi ce qui nous correspond, au fond de soi ce que l'on veut vraiment, parce qu'en fait, une fois qu'on a atteint vraiment des choses qui sont beaucoup plus profondes, qui ne sont pas de l'ordre du je dois remplir telle et telle case parce que c'est ce qu'on m'a toujours dit de faire, ça correspond à ce que je fais habituellement, etc. Mais quand on revient à quelque chose de beaucoup plus profond, on arrive à atteindre finalement ce qu'on c'est mon écran qui... On t'entend, Evelyne. Bon, non, mais parce que j'ai plus du tout la réunion à l'écran. Bon, admettons, c'est pas grave. Ah, c'est bon, c'est revenu. Donc, quand on atteint en fait des couches beaucoup plus profondes en soi, sur ce qu'on veut, ce qui nous anime au plus profond de nous, ce qui nous fait vibrer réellement, là, pour le coup, on peut atteindre quelque chose qui est, mais pourquoi je fais les choses? Pourquoi est-ce que finalement j'ai cette envie à un moment donné de me battre pour tel et tel poste? Pourquoi est-ce que je vais plutôt chercher d'ailleurs tel type de poste plutôt qu'un autre? Pourquoi est-ce que j'ai cette envie de me présenter dans tel type d'entreprise plutôt qu'une autre? Pourquoi est-ce que je présente mon CV de telle et telle façon? Et se raccrocher à ce pourquoi donne une puissance et une force dans notre candidature qui est bien plus importante que quand c'est bon, ben voilà, j'aimerais décrocher tel poste parce que ça fait 2 mois que je suis au chômage et qu'il faut absolument que je trouve un emploi. Je ne sais pas si vous faites la différence dans la puissance de la candidature entre le « il faut que je trouve un emploi » qui est issu et je ne mets pas de jugement par rapport à ça, hein, je l'ai vécu aussi, mais qui est issu d'une démarche beaucoup plus mentalisée à quelque chose qui vient plus profondément des tripes, plus profondément de ce qui nous fait vibrer et qui amène cette vibration, cette énergie de « mais je vais avoir raison de prendre cette personne parce qu'elle est pour le coup réellement motivée ». Sa candidature fait véritablement sens par rapport au job que j'ai à proposer. Et en fait, quand on arrive à toucher en soi cette notion du pourquoi, qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer et qu'est-ce que je vais défendre à l'extérieur, en fait, vous allez tirer d'autres choses qui sont... Je n'ai pas besoin de m'inventer un costume qui finalement n'est pas celui que j'aime particulièrement. C'est que vous allez vous permettre d'être véritablement vous-même dans cette démarche-là, parce que vous aurez compris que finalement, c'est des choses qui ne sont pas mentalisées, vous les portez réellement en vous et elles ont toute leur force, toute leur puissance. C'est quelque chose qui est là comme une certitude. Et cette certitude finalement d'être dans cette démarche justement parce qu'elle est alignée avec vous, parce qu'elle est alignée avec vos tripes, vous amène une autre vibration en fait dans les échanges que vous pouvez avoir avec les employeurs. Et vous-même, vous avez du coup de fait une plus forte confiance en vous pour vous présenter parce que quelque part, il y a cette forme d'évidence. En fait, je veux décrocher ce poste parce que ce poste, c'est moi. Parce que ce poste, il me correspond. Parce que ce poste, en fait, quand je regarde mon parcours, quand je regarde qui je suis, quand je regarde toutes ces choses qui m'animent au plus profond de moi, ce poste-là, c'est finalement moi. Et donc, la confiance, quand vous en êtes à ce niveau d'être en connexion avec votre pourquoi et du coup, dans cette forme de certitude sur le fait que ce poste-là vous correspond, la confiance vient naturellement. Vous n'avez plus besoin de vous inventer un autre personnage, vous pouvez vous présenter tel que vous êtes, puisque tel que vous êtes, c'est le poste déjà. Alors je dis ça, ce n'est pas forcément simple d'y arriver, bien sûr, surtout quand on n'en a pas l'habitude, mais en tout cas, c'est une démarche qu'il est possible de travailler parce que vous avez fait le vide mentalement, parce que vous vous êtes posé ces questions de finalement qu'est-ce qui est réellement important pour moi au-delà de ces injonctions et de toutes ces cases que j'essaie de remplir à l'extérieur. Et là, vous commencez à atteindre vraiment des couches profondes en vous qui peuvent être porteuses et vraiment super utiles dans des périodes particulièrement chahutées. La troisième clé, une fois que vous en êtes là, vous avez compris finalement qui vous êtes, vous avez rêvé votre poste, vous vous sentez beaucoup plus confiant pour finalement vous présenter. La troisième des choses, c'est d'être dans une disposition à trouver des solutions pour obtenir ce que vous voulez. C'est-à-dire que on a trop tendance dans la vie, quand on a un rêve, à tout de suite à coller dessus les contraintes et du coup à rogner le rêve.
là où la bonne démarche, c'est de dire, OK, j'ai ce rêve, je sais pourquoi il est là et je sais en quoi il me correspond pleinement. Et donc, moi, ma posture, celle que je dois adopter absolument, c'est de trouver toutes les solutions qui sont à ma portée, quelles qu'elles soient, sans aucune espèce de limite dans ce domaine, toutes les solutions pour atteindre ce rêve. Le truc, je vois que vous posez des questions, on échangera peut-être après, hein, mais je les vois passer un petit peu. On fera une question-réponse après. C'est Walt Disney en fait qui avait cette façon de faire en fait dans la vie et qu'il est très intéressant de connaître, c'est que il l'a montré par son parcours et par l'empire qu'il a créé, c'est que lui il avait en fait cette capacité à rêver grand, à chercher toutes les solutions qui pouvaient lui permettre de créer ce rêve, de le mettre en œuvre. Et la troisième des étapes en fait qu'il utilisait dans sa vie assez naturellement et qui a été modélisée, c'est qu'il choisissait parmi toutes les solutions qui se présentaient à lui pour justement bâtir son rêve, il choisissait celle qui était la plus efficace, la plus optimum. Mais jamais il revenait sur son rêve. C'est-à-dire que son rêve était finalement des fondations extrêmement fortes, était basé sur des choses qu'il avait en lui et qu'il voulait réaliser. Et du coup, tout le reste, c'était trouver les meilleures solutions pour bâtir ce rêve. Et du coup, on comprend bien que plus les fondations sont solides, plus on est convaincu de son pourquoi et de cette évidence à trouver tel ou tel poste, plus en fait on devient inarrêtable également dans le fait de trouver les solutions pour le mettre en œuvre. Et à ce jeu-là, vous pouvez regarder, si vous avez le moindre doute sur vos capacités à le faire, vous pouvez vous poser la question, mais est-ce que réellement c'est impossible de le faire ou est-ce que j'ai des exemples autour de moi qui me prouvent que même dans des situations similaires à la mienne, ils ont réussi à mettre en œuvre ça. Auquel cas, c'est une question effectivement de solution. Ce n'est pas une question de ma solution est une équation impossible et donc je dois quelque part imaginer qu'elle ne soit justement pas possible et la laisser de côté. Vous pouvez à chaque fois trouver en fait des exemples de personnes qui ont, dans n'importe quelle situation qui soit, qui ont réussi en fait à mettre en œuvre des solutions qui paraissaient complètement invraisemblables au départ, mais qui ont permis d'atteindre cette réussite. Donc tout le jeu en fait derrière, après avoir calmé le mental, après s'être recentré vraiment sur ses fondations, sur ce qui fait vraiment la force de notre démarche, après c'est de vraiment déployer son imaginaire, sa créativité pour aller chercher toutes les solutions possibles. Et d'être sans limite de ce côté-là. C'est-à-dire, pourquoi pas oser une candidature qui est différente de ce qu'on a l'habitude de faire? Pourquoi pas sortir du conformisme? Pourquoi pas faire des candidatures en vidéo? Pourquoi pas aller directement interroger le PDG de telle boîte qui m'intéresse et parce que je suis convaincue au fond de moi que ma candidature fait sens par rapport à ce poste qu'il propose. Bref, à ce jeu-là, en fait, il s'agit vraiment d'être inarrêtable dans ses actions, inarrêtable dans sa créativité en termes de solutions et de se dire, en fait, voilà, mon seul truc, c'est d'oser pour décrocher à un moment donné ce que je veux. Quand on a vraiment bâti des fondations solides telles que je viens de vous les présenter là, c'est un peu l'histoire du château. Si vous avez correctement ancré les fondations dans la terre, vraiment profondément, et que vous êtes sûr de ces fondations-là, que vous comprenez en fait les plans de ce que vous voulez construire et que vous avez cette certitude d'être justement dans la véracité quelque part de cette construction-là, ensuite, il est beaucoup plus facile finalement de mettre en œuvre brique par brique tout ce qu'il y a à mettre en œuvre par la suite pour vraiment concrétiser et construire ce que vous voulez mettre en œuvre. Est-ce que vous avez des petites remarques avant qu'on passe aux questions-réponses un petit peu plus tard, et avant que je vous donne un petit bonus? Oui, j'ai bien compris. Donc, alors en fait, en reprenant l'histoire de l'enfant qui a faim, je comprends bien donc la différence entre vous et Olivier sur la recherche d'emploi, d'une part parce que vous parlez de transition et d'autre part parce qu'un enfant qui a faim, il faut déjà savoir s'il veut du salé ou du sucré ou même s'il aime les deux.
Et je vois bien donc votre rôle dans tout ça, puisque ça en fait partie, si ma mémoire est bonne, sur ce que vous venez de relater sur les 3 clés, avec le petit bonus en plus que je vais entendre Oui, après, mais c'est bien ça. oui, tout à fait. D'accord. Et effectivement, l'enfant sait au fond de lui ce dont il a besoin. Vous, comme vous êtes dans ces cas-là, effectivement, une source extérieure, vous allez tenter différentes choses, mais ce que ne va jamais perdre de vue l'enfant, et c'est là où on a trop tendance, en étant devenu adulte, on s'est trop déconnecté de nos besoins et parfois à tel point qu'on ne les connaît plus et qu'il faut aller les retrouver. Mais l'enfant, lui, il n'a aucune espèce de doute sur ce qu'il veut. Et il va savoir crier autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que vous lui apportiez ce dont il a besoin très exactement. Et quand je dis qu'en fait, c'est une base très solide que d'aller savoir qui on est et ce qu'on veut, c'est qu'ensuite, on peut effectivement se transformer en cet enfant, c'est-à-dire à se dire soi-même, avec en plus la part de l'adulte qui est d'être dans cette capacité à agir déjà lui-même aussi, c'est de tout faire pour que ses besoins soient comblés. Et c'est là qu'on devient inarrêtable, en fait. Si on se reconnecte quelque part à cette puissance de l'enfant qui sait très exactement ce qu'il veut et qui va faire euh, tout ce qu'il peut pour obtenir ce qu'il a besoin. D'accord. Donc, actuellement, vu la situation économique et la situation sanitaire, je dirais que de mon point de vue, après, d'autres pourront peut-être en discuter. Moi, j'étais salariée et j'ai été auto-entrepreneur dans la vie. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il faudrait être sucré-salé. En fait, comme vous le dites, tout ceci il y a beaucoup d'aspects dans la vie qui sont affaires de perception et d'impression. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez effectivement, au travers de votre vécu et de ce que vous avez pu expérimenter, sans doute cette impression-là. Et puis, vous allez discuter parfois avec d'autres personnes qui ne vont pas prendre les choses de la même façon, qui vont se dire, qu'importe ce que, effectivement, les personnes en face de moi veulent que je sois, moi, je suis ce que je suis, et ce que je suis suffit à vivre la meilleure des vies. Et ces personnes-là vont être dans une telle conviction et une telle perception de ce que je suis suffit qu'ils vont avoir cette confiance en eux pour le défendre à l'extérieur. Et c'est une remarque intéressante parce qu'elle est également effectivement fondamentale dans cette démarche-là et qui rejoint aussi ces notions de confiance en soi. Quand on dit avoir confiance en soi, ce n'est pas quelque chose en fait à aller glaner à l'extérieur, c'est quelque chose vraiment à travailler à l'intérieur. Et ça participe à ça, c'est-à-dire arriver à cette conviction profonde parce qu'à un moment donné, on se connaît bien, que être soi suffit. Et que tout le monde n'a pas besoin d'avoir du sucré et du salé à l'extérieur en permanence. Et que si moi je suis sucré, je peux trouver la place qui correspond au sucré. Si je suis salé, je peux trouver la place qui correspond au salé. Mais être moi, même si je suis que sucré, même si je suis que salé, suffit à trouver la meilleure des places. En fait, la problématique, c'est qu'on a trop souvent tendance à croire qu'il faut se contorsionner pour s'adapter à une situation extérieure, là où en bâtissant vraiment une assurance solide sur en fait qui je suis peut trouver pleinement sa place, on se présente sous une autre forme, on se présente à des entretiens sous une autre énergie. Et pour le coup, vous faites preuve dans ces cas-là d'une confiance qui fait qu'en face, on n'a pas le même regard non plus. Et ça influe vraiment fortement sur votre capacité du coup à trouver un poste. J'ai bien compris, j'ai bien compris. Merci. Merci Carole, merci Evelyne. Si on revient aux questions, il y a des questions par exemple de Sarah qui dit pas facile de trouver ce qui vient de ses tripes quand il y a des ancrages bien attachés. Oui, alors dans tout ce que je vous dis là, je suis absolument d'accord aussi sur le fait de dire ça n'est pas facile. C'est effectivement
Voilà, on a pris des habitudes. Moi, j'ai 46 ans. 46 ans, j'ai baigné dans une atmosphère qui était celle de tu dois remplir des cases, tu dois avoir les bons diplômes, tu dois trouver le bon job, tu dois t'adapter, et même si on va plus largement, tu dois trouver un conjoint, fonder une famille. Bref, je fais partie de cette génération et je pense que je ne serai pas la seule ici, mais à avoir rempli des cases qui était pour moi, en fait, fais tout ça correctement et en fait, à l'issue, tu seras heureuse, c'est bon, tu auras fait tout ce que tu devais faire. Et oui, à ce jeu-là, en fait, on s'est bâti autour de tout un tas de croyances extérieures, on s'est bâti avec beaucoup d'ancrage. On a en plus eu des expériences en général qui pouvaient, par-dessus ça, quelque part, attester qu'il fallait qu'on pense autrement que qui on est, il fallait qu'on voit les choses différemment, il fallait qu'on s'adapte d'une façon ou d'une autre. Je pense que cette façon de faire et d'être a montré quelque part ses limites et qu'on est en train de basculer d'ailleurs d'une façon très très globale dans une société où l'authenticité paye beaucoup plus que le fait de justement d'essayer de remplir des cases quand on n'y est finalement pas si adapté que ça et qu'on peut vraiment tirer parti d'être authentique et d'être dans sa vraie nature plutôt que d'essayer de se contorsionner dans tous les sens. Donc, ce n'est pas facile. C'est effectivement un travail à faire sur soi. Je ne dis pas le contraire. Mais la démarche, dans son concept en tout cas, elle est simple. Elle est simple à comprendre, la logique est simple à comprendre. C'est que c'est du travail ensuite à mener sur soi pour se défaire de schémas, pour se défaire de croyances qu'on nous a amenées, pour arriver à apaiser des expériences qu'on a pu connaître qui ont pu effectivement ancrer un certain nombre de croyances et de postures. Donc oui, c'est pas forcément facile, mais par contre, le processus en fait en lui-même est simple à comprendre. Ok, cool, merci. Il y a Stéphane qui nous dit, lors d'un entretien, le problème est que notre valeur ajoutée est notre expérience. Et parfois, ce n'est pas ce qui nous plaît, ce qu'il nous plaît. Oui, donc je sais pas, je répète la question là parce que j'ai peut-être mal lu. En fait, ça rejoint la notion de perception. Je pense que vous pouvez tous trouver, soit dans votre entourage, soit dans les personnalités publiques, ces personnes qui vont faire fi de ce qui est et qui vont réussir à se présenter avec leurs propres croyances et à, du coup, faire tomber certaines barrières. Moi, je sais que pour vous partager juste mon parcours, j'ai un parcours au départ de contrôleur de gestion pendant 10 ans et il est arrivé à un moment où j'avais 36 ans, j'avais envie de changer parce que je ne voulais pas être étiquetée en plus grande distribution et finance. Et je me suis dit, je veux soit changer de métier, donc passer du contrôle de gestion à autre chose, soit changer de secteur d'activité. J'avais déjà cette croyance qu'il allait être difficile de faire les deux à la fois. Et puis finalement, parce que j'avais quand même ce doute et que j'avais l'envie, je me suis bataillée un petit peu et j'ai rencontré un chasseur de tête qui m'a proposé un poste qui m'a fait devenir responsable d'une équipe informatique chez AXA, donc dans une société d'assurance. Je suis arrivée le premier jour, honnêtement, je ne connaissais rien de rien. Je devais gérer une équipe, eux connaissaient, moi je ne connaissais même pas leur vocabulaire. Mais j'ai aussi cette capacité un peu d'insouciance, on va dire, à dire vaille que vaille, je vais apprendre sur le tas. Mais en fait, si je vous raconte ça, c'est parce que entre le moment où je me suis dit je vais chercher un poste et je vais me mettre dans ce challenge-là et le moment où je l'ai décroché, j'ai entendu plein de fois des gens qui m'ont dit mais tu ne vas pas y arriver. Même quand j'ai commencé ce processus de recrutement chez AXA, certains m'ont dit non mais attends, mais la BI, tu ne connais rien, comment tu peux te faire recruter en BI? Eh bien, peut-être parce que j'ai ce caractère aussi à être un peu revancharde, je dis mais dès lors que moi j'y crois, d'autres réussiront à me croire. Et parce que, en fait, dans le contexte de ce qu'on me présentait, je me disais après tout, ça fait sens parce que mes clients en interne seront des financiers, je parle au moins le même langage qu'eux. Si j'arrive à y croire, s'ils y croient, eh bien, banco, on ira. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Mais du coup, c'est vraiment l'idée de se mettre à l'abri, en fait, de tout ce qu'on peut vous raconter et de mettre une barrière
par rapport à tout ce qu'on a pu aussi vous raconter et qui vous a bâti, on est capable de grandes choses, bien au-delà de ce qu'on a toujours fait, bien au-delà de tout ce qu'on a toujours tenté et tout ce qu'on a cru. Mais le travail, c'est déjà, en fait, de se réapproprier cette croyance qu'on est capable, justement. Et vous pouvez trouver, moi je vous parle de mon parcours, mais vous pouvez trouver, je pense, plein d'exemples autour de vous qui vous montrent que, par exemple, les reconversions, c'est possible dans des métiers qui pourraient vous plaire plus. Parce que finalement, si vous êtes intéressé par certains métiers, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est parce qu'il y a des choses sur lesquelles vous vous sentez en fait en facilité et que vous pourriez exploiter. Vous n'allez pas vouloir être dans tel ou tel type de métier s'il n'y a pas déjà une appétence, s'il n'y a pas déjà une envie quelque part à la base. Si vous ne vous sentez pas dans une forme de facilité d'une façon ou d'une autre pour mener à bien ce type de métier. Donc, il y a du sens en fait dans les changements que vous voudrez entreprendre. Voire même d'aller postuler à telle ou telle entreprise, dans telle ou telle entreprise. Il y a un moment donné, si vous êtes attiré par l'une d'entre elles, c'est d'aller retrouver finalement ce qui fait que vous êtes attiré par celle-ci. Il y a forcément à un moment donné une logique, une légitimité, un sens. Et c'est en retrouvant ces notions-là et en ayant conscience que vous allez pouvoir les défendre à l'extérieur. C'est de dépasser vraiment cette affaire de j'ai l'impression que dans la vie c'est comme ça, j'ai l'impression, on m'a toujours dit en fait que c'était comme ci, comme ça, que ça se passait. C'est quelque part de vous dire non, j'ai des exemples qui me montrent que ça peut être différent et moi je vais croire ce qui peut être différent. Et dans une période comme celle que l'on vit, c'est vraiment une attitude qui peut faire toute la différence dans vos démarches d'emploi. Parce que vous allez avoir toute la grande masse qui va être dans le conformisme et qui va du coup être parfois dans ce manque de confiance, à vouloir s'adapter, etc., etc. Et puis vous allez sortir du lot parce que vous allez arriver avec beaucoup plus de confiance, beaucoup plus d'assurance, porté par ce que vous aurez compris de vous. Et dans ces cas-là, votre candidature va sortir du lot. Exactement. Et je pense que tu fais déjà une réponse à Sarah qui se disait il faut d'abord travailler sa confiance en soi avant d'aller oser. Je pense que c'est un peu ça, quelque part, que tu es en train de dire. Tout à fait. Et quand je dis travailler sa confiance, c'est en fait, c'est pas d'aller chercher des astuces extérieures comme ça peut aider bien sûr, mais intérieurement vraiment, c'est pas ça qui va faire la grande différence. Comme quand on vous dit voilà, il faut penser positif, alors se rappeler des affirmations positives régulièrement ou faire tout un tas de petites actions à l'extérieur qui vont vous sortir de votre zone de confort. Je l'utilise ce genre de choses avec mes coachés. Hein. Je ne dis pas, il y a des moments où il faut un petit peu se pousser et aller sur sa zone d'inconfort, bien sûr. Mais ce qui va vraiment faire une différence profondément en vous et sur du long terme, et d'ailleurs pas que dans le cadre d'une recherche d'emploi, mais plus largement quand vous serez confronté à n'importe quel défi dans votre vie, c'est vraiment d'arriver à faire ce barrage au mental qui a tendance à vous mettre dans ces incertitudes, dans cette petite roue de hamster qui tourne et vous êtes perdu dans vos pensées, vous inventez plein de choses et vous êtes dans vos doutes et il n'y a plus que ça finalement qui court. Vous êtes comme dans un nuage de brouillard et vous ne voyez plus rien. C'est déjà de supprimer ça parce que pour le coup, ce que je disais à ma fille il n'y a pas si longtemps que ça, c'est vraiment l'occasion en restant dans ce brouillard-là d'enlever une grande partie de vos capacités intellectuelles, de votre pouvoir en termes de créativité, en termes d'imagination, en termes de solutions et autres. C'est vraiment dommage de laisser en fait une partie de vos capacités au jeu de ce mental-là qui prend énormément d'énergie, énormément de neurones finalement. Donc c'est déjà de faire la peau à ce genre de choses-là et ensuite vraiment d'aller voir en vous ce qui s'y passe, d'aller vous reconnecter à cette confiance, d'aller vous reconnecter à qui vous êtes et du coup de travailler aussi cette notion de « je suis quelqu'un de bien ». Être moi suffit, c'est une phrase finalement qu'il faudrait qu'on puisse se raconter à longueur de temps. Être moi suffit pour vivre la meilleure des vies. Et charge ensuite à moi de trouver l'endroit où être ce moi qui suffit va trouver pleinement sa place. Et c'est ça qui va bâtir votre confiance en fait derrière. Excellent, excellent, bravo. Moi, j'avais juste une question. Tu parlais de recentrage, c'est un peu contre-intuitif là, tu vois, de dire
je me replie un peu sur moi-même, là, je fais le vide. Enfin, voilà, je ne sais pas comment tu le dis, là, tu le dis bien, mais trouver un abri, se recentrer, etc. Mais j'ai l'impression que c'est contre-intuitif, on a l'impression que ça va durer des siècles, ça, si tu veux. Alors, C'est le côté qui me fait peur, là, c'est de dire, bah, attends, mais tu fais ça, là, mais ça va durer des années, là. Pendant des années, tu peux te poser des questions, tu vois. Donc, alors, il y a deux notions dans ce que tu m'amènes là. Déjà, la première qui va faire le lien avec le bonus, la petite chose en plus que je voulais vous donner, c'est que ce n'est pas un repli sur soi. Au contraire. Parce que le repli sur soi, c'est quelque part se refermer à toutes les opportunités et rester finalement dans sa zone de doute, de peur et ne pas s'ouvrir à toutes les opportunités. Et ce nouvel élément que je voulais vous amener, c'est que bien évidemment que, et ça rejoint aussi ton autre notion qui est celle du temps, bien évidemment que ça ne va pas être déjà, on va dire, ok, je vais chercher à avoir cette confiance, puis quand je l'aurai, je vais commencer pour le coup, à mettre des actions en œuvre, et du coup, avoir confiance va prendre du temps, et voilà. Non, c'est des choses qui s'imbriquent, bien sûr. C'est en même temps que vous vivez, que vous travaillez aussi le fait d'être mieux intérieurement, d'être en pleine confiance et tout ça. C'est au gré de vos expériences aussi que vous allez finalement mieux percevoir là tout ce que je vous dis, et que vous allez progressivement l'intégrer par l'expérience, en fait. Et du coup, en fait, bien sûr que les doutes, même dans des moments où vous allez avoir un petit peu plus confiance en vous, bien sûr qu'il y a des moments où le doute va revenir, où ce manque de confiance va se faire ressentir, où vous allez être un petit peu, encore une fois, dans ce mental et tout ça. Bien sûr, on est tous humains et ça revient régulièrement, ça revient chez moi aussi, alors que je connais parfaitement tous ces principes, mais ce n'est pas grave. Simplement, dans ces moments-là, ce qu'il faut réussir à faire, c'est prendre la posture de l'observateur, en fait. C'est de réussir finalement à se mettre dans une posture où on n'est pas pleinement dans ses peurs, dans ses doutes, dans ce mental, dans toutes ces choses-là, avec toutes ces techniques, en fait, pour un petit peu être en conscience modifiée, la méditation, tous ces trucs-là, ça va permettre, en fait, d'adopter plus facilement une posture d'observateur. Et puis, du coup, ce qu'il faut apprendre à faire dans cette posture-là, c'est de lâcher les résistances, lâcher toutes ces choses qui ont tendance à nous enfermer, justement, et opérer ce repli sur soi dont tu parlais, qui est de non, mais je vais pas oser envoyer ma candidature sur ce poste qui me paraît trop bien pour moi. Je vais pas oser prendre contact directement avec cette personne qui est pourtant super bien placée dans l'entreprise et qui pourrait me faire un feedback sur ma propre position, sur mon propre projet. C'est vraiment de lâcher tout ça et de se mettre dans une posture au contraire d'ouverture. C'est-à-dire, c'est d'aller vers, en fait, quand je parle d'authenticité, c'est d'aller aussi, quelque part, exposer sa vulnérabilité, d'aller exposer tout ce qui, oui, à un moment donné, on peut recevoir un non, mais en fait, on va comprendre que ce non, parce qu'on va lâcher nos résistances, eh bien, il fait partie du jeu, on est là en observateur, on n'est plus en train de le prendre de plein fouet. C'est un non qu'on va accueillir d'une façon différente, un peu plus dans la confiance de se dire, OK, c'est un non maintenant, mais j'aurai un oui plus tard. Et donc, c'est de progressivement, à chaque fois que les zones de peur reviennent, à chaque fois que le doute refait surface, et qu'on a pris cette habitude justement de se mettre en mode méditatif, plus en observation, c'est de progressivement et de plus en plus voilà, lâcher prise et lâcher tout ce qui est de l'ordre des résistances. Pourquoi ? Parce que si vous observez bien vos vies, c'est assez souvent finalement quand on s'accroche à quelque chose, quand on n'arrive pas à l'obtenir, quand on obtient des non, c'est quand on s'agrippe à un certain nombre de choses que finalement on vit véritablement de la souffrance et de la douleur. Si on était beaucoup plus tous autant qu'on est dans le flow, c'est-à-dire, OK, j'ai reçu un non, le non est ce qu'il est, ça ne m'empêche pas de continuer, ça ne m'empêche pas d'avancer. Je le digère sur le moment parce que c'est une émotion que je ressens. Je suis dans cet accueil, j'attends un petit peu, je laisse faire, je digère, j'apaise. Mais je passe à autre chose parce que je ne vais pas m'agripper à ce non et je ne vais pas y mettre des ancrages supplémentaires qui sont « c'est pas juste »,« pourquoi ça m'arrive à moi »,« pourquoi est-ce que finalement j'ai même pas reçu de réponse, je suppose que c'est un non mais ils ne m'ont même pas répondu ». Tant qu'on s'agrippe à tout ça, c'est là qu'on souffre.
Donc, l'idée, c'est que sur l'ensemble du processus, et tout s'imbrique en fait, apprendre à se recentrer, apprendre à se connaître, apprendre à se mettre en action, à oser beaucoup plus de choses, à lâcher toutes ces résistances et tous ces trucs qui nous enferment. Tout ça s'imbrique et toutes les expériences que vous vivez au travers de la vie, finalement, vont vous permettre de voir comment vous vous positionnez à chaque fois par rapport à tout ça sur l'ensemble de ces éléments-là. Et toute l'expérience, c'est de se dire, OK, je le fais de plus en plus et de mieux en mieux chaque jour, un peu plus, pour aller vers une forme de sérénité, d'apaisement, quoi que je vive. Je ne dis pas que les moments n'arrivent pas. Effectivement, quand on reçoit à un moment donné sa lettre de licenciement parce qu'on vient d'être pris par un PSE, je ne dis pas, l'émotion, elle est là, on ne va pas chercher à faire comme si elle n'était pas là. Mais au contraire, on l'accueille, on accepte de regarder ça en observateur en se disant, bah, OK, c'est ce que je vis et j'ai le droit à un moment donné de ressentir, parce que c'est pleinement légitime, cette souffrance que je ressens à ce moment-là. Mais ma posture à moi, c'est de ne pas, malgré tout, lui donner plus de temps et plus d'émotions au-delà de ce qui est déjà. Et de prendre ce recul, cette observation, en fait, permet progressivement de lâcher et du coup de se retrouver aussi plus vite et dans une meilleure posture pour finalement accueillir ce qui suit derrière favorablement. Parce que plus on reste cramponné à ce qui nous est arrivé qui est négatif, et plus finalement on se renferme et on opère ce repli sur soi dont tu parlais, Olivier, et bien au contraire, on n'est pas ouvert aux opportunités, on ne voit plus finalement ces contacts qu'on pourrait mener en fait positivement. On se coupe de tout ça à notre détriment. Ok, ok. Alors, merci pour cette précision. Donc, ouais, c'est pas évident, c'est assez complexe. En tout cas, merci pour toutes ces précisions, c'est cool. J'ai perdu un peu le fil là. Je reprends les commentaires. J'ai quand même une question. Oui, allez-y. D'accord. Alors oui, c'est totalement ça. Cependant, on se prend quand même des claques. Donc le recul sur soi, je le comprends bien. Avoir une confiance en soi, c'est une chose, mais il y a quand même effectivement des barrières qui font qu'effectivement, on a quand même une crise aujourd'hui qui peut nous surprendre aux caisses. Bon, même si effectivement, il faut qu'on se mette des barrières sur tout ce qui se passe pour ne pas couler, mais il y a quand même des gens aujourd'hui qui coulent parce qu'ils ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de faire une prise sur eux. Enfin, je veux dire, moi, j'ai de la chance quand même, mais c'est pas le cas de tout le monde. Alors, le truc, c'est que c'est sûr qu'on ne peut pas nier ce qui se passe. Et quand vous me dites on se prend des claques, oui, clairement oui. Et on est tous humains, et d'ailleurs pas que dans le pro. On ne peut pas, je ne prêche pas pour le coup le fait de vivre une vie de bisounours ou en se mettant en fait dans une sorte de bulle où tout est positif, on se met à l'abri de tout, pas du tout. Il y a un moment donné, oui, on se prend des claques, oui, on va se prendre des noms, oui, on va se prendre un refus, oui, effectivement. Sur le moment, et ça fait mal, et il y a une émotion, et il ne s'agit pas de la nier. La seule chose, c'est que est-ce qu'on a un intérêt à rester en fait sur ces émotions-là trop longtemps? Est-ce qu'on a un intérêt à le nourrir comme un souvenir qui va prendre une telle place que finalement il va nous empêcher de nous ouvrir à d'autres choses? Est-ce qu'on a un intérêt à cristalliser ce qui se passe à un moment donné, à tel point que finalement, même dans les moments heureux de sa vie, on aura toujours ce truc en fond sonore, comme quoi, à un moment donné, j'ai vécu telle et telle chose. Je prêche beaucoup, par contre, pour le fait que chaque jour est un jour nouveau et que si on se met dans cette posture, en fait, à chaque jour nouveau, de se dire c'est l'occasion pour moi d'aborder la vie sous une nouvelle forme, avec de nouvelles opportunités et en laissant autant que possible derrière ce que j'ai pu vivre. En tout cas, tout ce que j'ai pu vivre, j'en ai appris quelque chose de positif qui m'aide aujourd'hui dans ma vie aujourd'hui
Et donc, ça n'a pas la perception forcément douloureuse de l'époque, mais ça a la perception au contraire positive de ce que ça m'a appris. Tout ça aide en fait à se projeter plus facilement dans l'avenir. Encore une fois, tout ce que je vous évoque là, il faut garder en tête, hein, posez-vous la question, qu'est-ce qui dans ma vie, dans ce que je fais, dans ma façon de me comporter, dans ma façon d'aborder les sujets de ma vie, qu'est-ce qui me sert, qu'est-ce qui me dessert? Et quand on se pose cette question-là, eh bien, vous pouvez vous rendre compte, est-ce que ça me sert ou est-ce que ça me dessert de rester dans un souvenir de ce qui a pu se produire il y a X mois, X semaines, dans la démarche que je dois mener aujourd'hui, qui potentiellement n'a peut-être même plus rien à voir avec ce qui s'est produit. Est-ce que ça me sert ou est-ce que ça me sert de garder en tête que j'ai eu une relation conflictuelle avec mon employeur passé, parce que cet employeur placé n'est plus et que maintenant vous allez avoir un autre employeur et que potentiellement si vous ouvrez une page nouvelle, cet autre employeur va pouvoir vous amener sur une relation totalement différente. Est-ce que ça vous sert ou est-ce que ça vous dessert d'arriver du coup dans ce nouveau poste avec ce sentiment que cet employeur nouveau va peut-être vous faire revivre la même chose que ce qui s'est produit avant? Vous êtes parfaite, Evelyne. Encore une fois. Vous êtes parfaite. Vous avez répondu, je pense, à beaucoup de gens là. Non, sérieusement, merci beaucoup. Mais maintenant, encore une fois, je ne vis pas dans une vie de bisounours. Donc, je répète bien, ça n'est pas facile. Mais dans la compréhension des concepts et des principes, ça reste des choses simples à comprendre. C'est juste que dans l'application, je suis humaine aussi, moi, pareil, je me fais aussi parfois des nœuds au cerveau. Mais je peux juste vous partager ce que je peux vivre et ce que je fais vivre à mes coachés, c'est qu'adopter cette posture d'observateur de ce que l'on vit aide énormément en fait à prendre ce recul et à se dire « Ok, j'ai compris, j'ai vécu ça, voilà ce que j'en ai appris, mais maintenant comment je me projette dans un avenir différent ?» sans justement traîner toutes ces casseroles qui n'ont plus lieu d'être dans ma vie aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous en prie, je suis là pour ça. Donc, merci Evelyne pour toutes ces précisions, c'est top, merci. Je sais pas, est-ce que... Je te laisse parler, j'ai ma batterie qui est faible, je reconnecte. Mais en fait, il y avait Vincent qui posait une question. J'ai toujours voulu sortir de ma zone de confort au cours de ma carrière très riche, mais ces dernières années, j'ai accepté des jobs alimentaires sans confiance qui ont été des échecs partiels. Aujourd'hui, c'est compliqué de rebondir en se recentrant. Et oui, c'est sûr. Et pour le coup, moi, voilà, j'invite vraiment à chaque fois à voir les choses positivement et sous la forme d'apprentissage utile, parce que ça permet de remettre du sens à plein de choses qu'on a pu vivre. Et là, par exemple, sur cet exemple-là, j'aurais tendance à amener l'idée que s'il y a eu plusieurs fois des jobs alimentaires et que ça a amené plusieurs fois finalement des expériences qui n'ont pas été si formidables que ça vaut le coup à un moment donné de se poser quand même et vraiment de se poser la question de savoir et si je n'avais plus envie de repasser par ces expériences-là, j'en ai déjà fait un certain nombre, j'ai plus envie de ça. En quoi est-ce qu'aujourd'hui, je peux faire différemment pour ne pas revivre les mêmes schémas? Parce que c'est pareil, c'est une notion que j'aborde aussi pas mal avec mes coachés. On se rend compte en fait qu'on a, tous autant qu'on est un peu comme des logiciels, hein, on est un peu programmés. Et finalement, de façon inconsciente, j'ai une formation d'hypnothérapie, donc l'inconscient est quelque chose qui me parle beaucoup, mais de façon inconsciente, finalement, on reproduit beaucoup des comportements, des schémas, des choses de façon automatique sans même s'en rendre compte. Et ces schémas-là, mine de rien, reproduisent donc des comportements, des actions et donc nous remettent dans des circonstances qui sont parfois et souvent très répétitives dans nos vies. Et tant qu'on ne comprend pas que finalement, ce n'est pas quelque chose qui vient tout à fait par hasard dans sa vie, mais que c'est issu d'une façon de se comporter ou d'appréhender la vie ou de ce genre de choses, tant qu'on n'a pas compris finalement que c'était quelque chose sur lequel on a la main, eh ben, on a tout lieu de replonger encore et encore et encore une fois dans les mêmes travers. Je vais prendre un exemple qui est celui de la relation amoureuse.
il y a des personnes qui vont se dire, mais mince, tous les partenaires potentiels que je peux rencontrer dans ma vie, ils ont tous le même profil. Et à chaque fois, ça me conduit c'est comme ça qu'on voit actuellement beaucoup les histoires de pervers narcissiques et autres, mais à chaque fois, finalement, les relations, elles sont assez souvent les mêmes. Mais si on détricote finalement ces relations-là, on peut se rendre compte que finalement, en adoptant une autre croyance sur soi qui est « je mérite d'avoir une personne différente », je suis quelqu'un de suffisamment bien pour finalement pouvoir imaginer que je ne sois pas avec tel et tel profil qui me dessert, mais plutôt tel et tel autre avec lequel je serais vraiment beaucoup plus heureux ou heureuse. Quand on se rend compte que d'adopter ce regard-là et de travailler sur l'amour qu'on a de soi, sur les croyances qu'on a, sur notre capacité à être en relation de couple avec telle ou telle personne, travailler sur ça, et dans ces cas-là, ça déclenche une attitude dans la vie, une façon d'être avec l'autre qui n'amènera plus les mêmes profils en fait en termes de relations amoureuses. Par exemple, sur des notions de ce type-là, vous allez avoir un amour de vous qui sera tel que vous n'accepterez plus qu'on vous manque de respect, par exemple. C'est la même chose au niveau professionnel et c'est la même chose dans toutes les dimensions de la vie. Finalement, si on regarde bien, quand on a des expériences qui se répètent un peu toujours de la même façon, on peut même tirer le fil quand on a par exemple des expériences qui se répètent d'un point de vue professionnel, mais qu'on en arrive par exemple à se dire mais c'est quand même fou, je ne comprends pas pourquoi, j'ai cumulé plein d'emplois super magnifiques, je me suis investie, c'est quelqu'un que j'ai eu récemment au téléphone avec lequel je discutais de tout ça, mais dans les appels que je mène justement pour aider d'autres personnes, enfin bref, je ne comprends pas, je suis pleinement investie dans mes jobs à chaque fois, je donne tout ce que j'ai, tout ce que je vis, je trouve que les expériences sont magnifiques et je ne sais pas pour quelle raison, à chaque fois il se passe quelque chose et on me coupe l'herbe sous le pied, on me licencie, je suis obligée d'une façon ou d'une autre de quitter l'emploi. Eh bien, parfois on peut reconnaître qu'on a le même genre d'expérience dans sa vie professionnelle, puis finalement quand on élargit le spectre, on regarde d'un point de vue plus personnel et là, tout à coup, on se dit, mais c'est quand même bizarre parce que dans ma vie de couple aussi, j'étais pleinement investie, j'étais à fond dedans, j'y croyais beaucoup, on avait plein de projets et je ne sais pas pourquoi il y a eu une rupture aussi. Toutes ces choses-là, si vous êtes dans ce cas de figure-là, ça vaut le coup de l'observer de près parce que ça veut dire que la problématique, elle n'est pas tant extérieure à vous, au sens, il y a une forme de karma, il y a une forme d'injustice dans la vie, il y a une forme de vous n'avez pas de chance et tout ça. Non, c'est beaucoup plus terre à terre que ça, et on est nombreux à vivre ce genre de choses. C'est qu'il y a une forme de croyance inconsciente que vous avez qui, du coup, vous fait adopter une posture dans la vie, un comportement, une mise en action, une façon d'être dans la vie et de faire qui vous amène sur les mêmes expériences continuellement, que ce soit dans le pro, dans le perso, dans les relations amicales, dans vos relations avec vos enfants, etc., etc. Et ça vaut vraiment le coup dans ces moments-là de se poser des questions, de revenir à soi, d'arriver à comprendre ces schémas et de repartir sur une base plus saine justement en comprenant les croyances sur lesquelles on est pour encore une fois mieux se connaître et adopter derrière finalement être quelqu'un d'autre et donc vivre un autre type de vie. Si j'ai compris depuis le départ de ce que vous dites, ce n'est pas parce que, en tant que grand enfant que nous sommes, que nous soyons salés ou sucrés ou même les deux, qu'on ne peut pas en fait monter un cercle de joyeux lurons pour une transition et avancer ensemble. C'est bien ça? C'est-à-dire que quand vous cherchez par exemple une entreprise, déjà c'est effectivement du recul sur soi pour savoir qui nous sommes vraiment et savoir pourquoi on postule. Oui. Ensuite, savoir qu'est-ce qu'on va transformer, qu'est-ce qu'on va transmettre à l'entreprise pour pouvoir transformer soit une équipe ou soit travailler en équipe ou bien même travailler sur quelque chose de stratégique pour l'entreprise. Quoi qu'il en soit, c'est toujours en fait un ensemble sur un cercle d'innovation pour une transformation et avancer tous ensemble. C'est bien ça?
On est un élément d'un puzzle dans la société qui va nous employer, dans la société au sens plus large, dans notre communauté personnelle. Il y a bien sûr des interactions avec l'extérieur après. Et c'est un ensemble de choses qui font que, bien sûr, nous, en tant qu'individus, dans une équipe, on va apporter toute notre valeur. Mais l'idée, justement, c'est que il y a un moment donné, le pommier donne une pomme, le figuier donne une figue. Et si le pommier veut tout à coup prendre la posture du figuier, il y a un moment donné où ça coince forcément. Et il y a un moment donné où la recette n'est pas la bonne. Donc, c'est de reprendre finalement la pleine conscience de, en tant que pommier, j'ai ma place pleine et entière dans cette vie, et je peux apporter ma valeur, qui est celle du pommier et pas du figuier, et je peux du coup trouver ma place et être rémunérée pour ça. Mais si, c'est des images très simples, hein, mais en même temps, elles sont très, très évocatrices. Si vous essayez de vous faire passer pour un figuier et de vous vendre en tant que figuier alors que vous êtes pommier, il y a un moment donné, le discours ne passera pas, la conviction vous-même dans votre façon de vous vendre passera moins bien que si vous vous vendez pour ce que vous êtes. Et du coup, vous allez fausser le jeu dès le départ parce qu'une fois arrivé sur place, même si vous arrivez à vous vendre en tant que figuier, ce qu'on attend de vous, c'est justement de l'être. Mais si au fond de vous, vous ne l'êtes pas, il y a un moment donné où ça risque de gripper. Exact. Merci. Je suis d'accord. Merci. Merci, ouais. Allez, une dernière question, là, c'était Lancou, donc il s'appelle Alain, je sais, c'est Lancou29 qui dit... L'une des rares personnes que je vois à l'écran, donc bonjour. D'accord. Donc lui il dit comment éviter l'effet de délitement en fait. Comment éviter ta technique, je pense qu'il la comprend et voilà. Et c'est comment dans le temps tu tiens en fait. Voilà, c'est comment tu fais pour que ça tienne dans le temps, pour que tu sois plus dans l'effet certitude, dans l'effet j'ai confiance en moi, je m'estime, je m'aime, j'ai confiance dans le projet que je mène. Et dans les recherches, même si je prends des claques, etc. Donc, comment tu fais pour éviter l'effet de délitement? Voilà. Ça rejoint le dernier point. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je dis qu'il faut savoir accueillir et apaiser ce qu'on a en nous, ça suppose aussi d'être dans cette compréhension qu'à un moment donné, on est humain et qu'on ne sera pas linéaire, on ne sera pas toujours au top du top en permanence. Donc déjà, c'est d'être, on va dire, beaucoup en indulgence avec soi-même, et d'être en mesure de dire, OK, aujourd'hui, je suis dans une journée de moins bien. Et c'est OK. Ça ne veut pas dire que je serai dans une journée de moins bien pendant des mois. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, je suis fatiguée parce que ça fait X temps que j'essaye de trouver et ça fait X temps que je n'y arrive pas. Et c'est OK aujourd'hui d'être moins bien. Mais c'est encore une fois de ne pas cristalliser la chose en se disant, ouh là là, je suis partie pour des lustres. Mais de se redonner cette possibilité que ça rechange encore dans l'autre sens dès le lendemain ou dès le surlendemain. C'est d'être dans cette possibilité de se dire, OK, encore une fois, je suis le flot, je ne m'agrippe pas aux choses, je laisse les choses quelque part se faire parce qu'à un moment donné, il y a une forme de c'est ce que c'est. Et c'est de trouver le juste milieu entre je fais des choses, je monte des actions, voilà, je me présente dans les entretiens, j'envoie mon CV, je prends des contacts avec tout un tas de gens qui me semblent très bien. Mais en même temps, ça, c'est ce que je fais parce que j'ai l'envie de le faire, parce que je sens que c'est bon pour moi, parce que je sens que j'ai cette intuition qui me dit c'est ça que je dois faire. Et en même temps, s'il y a un jour où dans mon intuition, j'ai le message, aujourd'hui je suis fatiguée, j'en ai ras-le-bol, j'ai besoin d'aller prendre de l'air un peu, j'ai besoin d'aller me ressourcer en forêt, j'ai besoin d'aller voir des amis pour parler d'autres choses. C'est aussi d'être dans cet accueil de dire, eh ben, c'est OK. Aujourd'hui, c'est ce que je vis. Ça ne veut pas dire que demain, ce sera encore la même chose, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est ce que dans mon intuition et dans mes besoins, je ressens. Et je respecte ça parce que je sais qu'en me respectant moi-même, je vais être encore plus fort finalement le lendemain pour repartir. Et ce double regard à la fois d'observateur de ce qu'on vit et en même temps de respect de soi-même permet justement de rebondir plus facilement et d'être sur la longueur du temps finalement plus présent dans ce qu'on fait, plus dans l'envie, plus encore une fois dans l'énergie sur du long terme. Il est complètement aberrant d'imaginer que
pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, sans aucun doute, sans aucun coup de mou, on va réussir à tenir tout ça sur du long terme. Non, il faut savoir aussi accueillir les moments où il y a une journée, c'est une journée de moins bien. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, du coup. Moi, ça me semble clair. Je ne sais pas si Alain veut intervenir, mais en tout cas, voilà. C'est un mix d'indulgence pour soi, de respect de soi, de respect de ses besoins et de travail au fond de soi pour se dire je suis, la personne que je suis suffit vraiment et dans tout ce que je vis en fait. Ça suffit pour quoi qu'il arrive à un moment donné que les choses se passent correctement pour moi. Mais vous gagnerez bien plus en adoptant une attitude de ce type-là qu'en adoptant une attitude de il faut, je dois me contorsionner, je dois rentrer dans un carré alors que je suis un rond et je vais essayer de faire croire ceci et je vais essayer de me vendre. Je sais que j'ai des personnes qui me disent mais voilà, j'ai plus de 50 ans, on sait tous qu'à plus de 50 ans, il se passe ceci, cela. Non, il y a des gens à plus de 50 ans qui trouvent un job. Et donc, si vous regardez bien, en fait, tout existe dans la vie. Tout. Toutes les expériences existent. Moi, je suis passée du contrôle de gestion à l'informatique et je suis maintenant coach en développement personnel. Mais si j'avais écouté tous ceux qui me mettaient dans des cases de conformisme, je ne serais pas là où j'en suis. Il ne faut pas écouter tout ça, en fait. Il faut juste ressentir en vous toutes les capacités que vous avez, toutes ces richesses que vous avez à donner. Et si vous en êtes vous-même convaincu, vous saurez les vendre. Vous saurez aller trouver les bonnes personnes qui sauront les reconnaître. Mais tout le travail, ce n'est pas de les vendre pour les vendre à l'extérieur. C'est déjà de les reconnaître en vous et d'avoir cette certitude au fond de vous, c'est ce que j'ai à offrir et je vais bien trouver la personne qui va finalement accepter ça. Bon, merci beaucoup Evelyne, c'est top du top. Enfin, franchement, moi j'applique 100% des préceptes. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que moi j'ai besoin de quitter là dans quelques minutes? S'il y a encore une question ou deux, on peut faire. Et puis, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Si vraiment vous voulez continuer la conversation avec Evelyne, ben, vous pouvez la contacter. Je ne sais pas. Vous voyez mon écran ou pas? Sachez que je propose des appels gratuits Voilà, c'est ça. qui me permettent, moi, de trouver effectivement les nouvelles femmes que je vais accompagner parce que je suis plutôt spécialisée chez les femmes, non pas que j'ai rien contre les hommes. J'ai même accompagné un homme récemment, mais il y a des questions autour de la maternité, de la place dans la famille, tout ça que j'aime beaucoup adresser aussi. Donc, c'est pour ça que j'accompagne plus des femmes. Mais ça n'empêche, je propose du coup assez régulièrement des appels gratuits et je pense qu'Olivier, tu fonctionnes de la même façon. Ce sont des appels qui sont sans aucun engagement, mais ça permet de faire des points de situation. S'il y a des choses sur lesquelles vous voulez qu'on en parle, prenez l'occasion d'un appel de ce type-là. Je serais ravie de vous apporter d'autres éléments pour aider aussi Olivier et puis sur sa communauté et tout ça. Voilà, je trouve que c'est particulièrement riche, toutes ces notions de partage, d'échange, de points de vue, d'expertise complémentaire et donc c'est dans ce sens-là justement qu'on opère, je pense, tous les deux. Donc, si ça vous tente, vous prenez un appel avec moi. Et puis, si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre aussi par écrit. Enfin bref, c'est ouvert. Il faut rester simple dans la vie. On a déjà des vies suffisamment compliquées parfois. Donc, restons simples. Si je peux vous apporter quoi que ce soit, je le ferai avec beaucoup de plaisir parce que je fonctionne comme ça. Exactement, ben ouais, tu as tout à fait raison, Evelyne. Donc, je suis de tout cœur avec toi là. Donc, voilà. Ben, écoutez, merci pour tous les merci. Donc, je passe pas tous vos noms là, mais je vois des merci qui tombent là. Donc, merci à vous tous. Oui. Voilà, merci à vous, à votre présence. Et puis, écoutez, voilà. C'était top. Ça vous a apporté quelque chose. Ben ouais. Merci beaucoup, Evelyne. Merci à tous de votre présence. Et puis, à très bientôt. Avec grand plaisir. À bientôt et bon courage à tous. Allez, ciao, ciao. Au revoir.